Gaétan, bonjour. Je pense que tu as pu entendre là, quelques bribes de mon échange avec l'ancien premier ministre Pierre-Marc Johnson concernant l'accord là, entre les États-Unis et l'Europe. Je voulais un peu t'entendre sur l'impact que tu anticipes que ça va avoir sur le Canada, sur le Québec. Comment vois-tu ça? Ben écoute, d'abord, l'entrevue était très intéressante, effectivement, avec M. Johnson, qui a quand même pas mal d'expérience puisqu'il a négocié des ententes avec les Européens. Et ce que je retiens à date, c'est en partant, là, au commencement de tout ça, c'est qu'on n'a pas le détail de l'entente, on a des grandes lignes de la dite entente. Et ce que l'on voit sur le terrain, c'est que il est inévitable que ça va avoir un impact au Canada. Hmm. C'est quasiment annonciateur. Pourquoi? Parce que M. Johnson le dit lui-même, euh, il y a certaines choses que ça fait, selon son analyse, un plafond à 15%. C'est un peu le même principe qui a été mis en place avec l'Angleterre ou le Japon. Mais quand on regarde les réactions en Europe, c'est loin, loin, loin d'être uniforme, évidemment. Ben oui. Alors, ça montre, on peut s'attendre à ça, évidemment, mais ça montre à quel point les impacts, et c'est ça qui m'inquiète, moi, pour le Canada, c'est que les impacts en Europe, ils vont de neutre à positif en passant vers le négatif. C'est-à-dire que c'est sectoriel. Il y a des secteurs où ça n'a pas d'impact. Il y a des secteurs où c'est relativement positif et il y a des secteurs où c'est négatif. Je vais prendre un exemple, là. L'automobile en Europe est pas très heureuse. L'aéronautique c'est Très, là. très Bon, heureuse, ouais. exactement. Alors, le point pour moi, il est là. C'est sûr qu'il y a un impact politique, là. François Bayrou, il y a des gens de la gauche qui crient au Mhm. meurtre, c'est ci, c'est ça, on s'est mis à genoux devant Trump. Je pense que c'est indéniable que Trump a gagné cette partie-là. Mais en même temps, ça prépare les trois gros morceaux qui restent pour les États-Unis, que sont la Chine, le Canada et les États-Unis. Ça, c'est pas réglé du tout, du tout. Hmm. Quoique Trump a eu un règlement avec des gros morceaux. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt sur l'impact sectoriel. Ben, c'est ça le problème du Canada. Le problème du Canada, c'est qu'on a notre entente, la ICUM, qui est encore en place, qui va l'année prochaine devoir être négociée. Entre-temps, on a des tarifs qui sont en place. On a des mesures qualifiées d'anti-dumping, notamment dans le bois d'œuvre, qui sont une menace de la part de Trump. Et dans la catégorie divisée pour régner, là, c'est très bien là, pour Trump. Alors, la pression est maintenant sur Mark Carney, à savoir que politiquement, il va céder où? Moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui parce que quand je regarde ce qui se passe avec l'Europe, bon, l'Europe va acheter du pétrole aux États-Unis. Ils l'achèteraient pareil, leur pétrole. Ben ouais. Qu'ils l'achètent aux États-Unis ou ailleurs, ils l'achèteraient quand même. Qu'ils investissent en Europe, pardon, aux États-Unis, c'est une autre chose. Au Canada, on peut pas faire la même chose parce que la chose que les Américains déplorent le plus, du moins dans la bouche de Trump, c'est le fait que l'automobile est déjà trop à son goût au Canada. Est-ce Hmm. qu'on va les déménager nos usines aux États-Unis? Évidemment que Carney va tout faire pour ne pas faire ça à cause du poids de l'Ontario. Bien sûr. Reste à ce moment-là des impacts sectoriels. Alors, dans les impacts sectoriels, bien, gardons ça. Il y a le bois d'œuvre, il y a l'aluminium, il y a la gestion de l'offre, toutes des choses qui impactent spécifiquement le Québec. Hmm. Et dans ce que l'on entend de l'Europe, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a parlé d'acheter de l'armement aux États-Unis. Ah, gardons ça. Au Canada, nous, on va participer à des politiques de défense nord-américaine qui vont exiger des investissements là-dedans. Et le Québec, par la bouche de François Legault, a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté sur la défense, comme quoi il y avait des choses qui devaient revenir au Québec. Et là, on voit en Europe que non, 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 on va acheter aux États-Unis. Quand je regarde tout ça, là, c'est vrai, je pense que Ursula von der Leyen a la raison quand elle dit qu'elle a limité les dégâts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts. Hmm. Ça veut dire que les dégâts sont sectoriaux. Et Ouais. dépendamment si à la loterie sectorielle, on a pigé le bon numéro, tant mieux. Ouais. Si on n'a pas pigé le bon numéro, c'est plus dans le tant pis, et le tant pis, dans le cas présent, c'est des impacts économiques sectoriaux, mais qui, au Canada, sont souvent provinciaux. Alors, Le, c'est ça le, qui
Ouais, le sujet fait quand même beaucoup réagir, là, Fred Bastien. On a eu l'occasion, évidemment, de parler avec le premier ministre, l'ancien premier ministre Pierre-Marc Johnson. Gaétan, t'es quand même, tu laisses pas ton... T'es pas en reste sur le sujet non plus. Fred, qu'est-ce qu'en pense? J'ai une question de François qui probablement vous remercie d'être là, M. Barrette. Puis la question de François vient aussi, a aussi eu écho là, dans une question de Jasmin un peu plus tôt. Donc, deux fois la même question. On se demande si tous ces accords-là, ces taxes-là, vont pas disparaître à la fin du mandat de Trump. La réponse, oui. La réponse, je n'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Est-ce que ces tarifs-là peuvent tomber? La réponse est oui, mais dépendamment de certaines conditions. Est-ce qu'à la fin du mandat de Donald Trump, l'économie va être dans un meilleur état à la fin qu'au début? C'est ça qui est la grande question. Et d'ailleurs, je répondrais, c'est Martin, François, tu m'as dit, je pense, je répondrais à Martin que François et Jasmin. Surveillons cette semaine les chiffres qui vont sortir de l'emploi, de l'inflation, de tout ce qui touche l'économie au sens de monsieur, madame, tout le monde, là. Le prix des maisons, la construction, le prix des automobiles, toutes les choses là, qui sont chères aux Américains, c'est ça qui va changer la donne. S'il advenait, puis moi, là, je suis pas Jojo Savard, là, je n'ai pas la compétence ni cosmique, ni économique pour le pouvoir, là. Si la situation au bout de la ligne était extrêmement positive pour les États-Unis, il reste. S'il y a l'ombre de quelque chose de négatif, ça, c'est une autre chose, parce qu'oublions jamais une chose, l'Américain le plus bas dans l'échelle calcule. Ils sont très portés sur la chose économique individuelle, donc celle de la nation américaine. Alors, au bout de la ligne, si l'économie va le moindrement mal, ben ça va là une perte et là, on revient avant. Moi, mon pari est que ça va disparaître parce qu'il, à mon sens, puis Francis pourrait mieux en parler que moi parce qu'il est économiste de formation. Je pense que Donald Trump fait des choses qui ont un sens, mais qui perturbent le monde économique dans sa nature. Et ça, normalement, ça ne peut pas que finir par se rééquilibrer. Mais là, c'est comme je dis d'un fois en politique, ça m'amuse de faire de la pratique illégale du droit. Là, je viens de faire la pratique illégale de l'économie. Et je pense que oui, il est potentiel que ces tarifs-là disparaissent. Mais s'ils disparaissent, ça va être progressif. Je pense pas que ça soit les conséquences sont quand même pas mal plus graves, Gaétan, si tu pratiques illégalement le droit que l'économie. Je te rassure, malheureusement. Sinon, bon, revenons un peu à notre belle province. Hein. Aujourd'hui, arrivé en poste, le nouveau boss de l'Institut national d'excellence en éducation. Parlons un petit peu. Déjà, je savais pas que ça existait. Deux, qui est cette personne et qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, écoute, d'abord, c'est une créature qui a été modélisée sur ce qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années, grosso modo, 15, 17, 18 ans, là, qui s'appelle l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES. Bernard Drinville, à un moment donné, dans la foulée de tous les problèmes que l'on voyait dans les écoles, là, depuis les deux derniers mandats de la CAQ, disons, est passé outre, parce qu'elle ne veut pas affronter les syndicats, de la création d'un ordre professionnel. En lieu et place, il a décidé de faire comme en santé. C'est pas moi, là, c'est Philippe Couillard qui avait fait ça dans son deuxième mandat, je pense, et comme ministre de la Santé. Et là, il a créé un Institut national d'excellence en éducation. Pour moi, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on demande à une tierce partie qui est indépendante au sens que c'est pas des employés du gouvernement, là. C'est un peu, c'est pas une société d'État, là, mais c'est un institut. Et là, évidemment, comme pour n'importe quel institut, il faut mettre des gens neutres et compétents en place. Neutre, on sait ce que ça veut dire dans le monde de l'éducation, c'est quasiment une mission impossible, mais ça existe, mais certainement détaché du ministère. Et c'est ça qui est mis en place. Et la personne qui est nommée a le mandat, et c'est ça, son mandat, c'est bien important, de recenser, de faire le tour des meilleures pratiques en éducation, pas au Québec, pas juste au Canada, mais sur la planète. Et en bout de compte, en faire un constat, un compte rendu au ministère, au ministre, qui lui va décider d'aller de l'avant ou non. L'INES, pour faire un parallèle, là, c'est l'organisation gouvernementale sur laquelle il y a des experts qui disent on analyse objectivement avec des experts de A à Z, là, pas un expert, des experts,
tel médicament, il marche à 95%, il coûte 300 000 $ par personne, par année, on le fait-tu ou non? Ben moi, je vais donner un exemple parce que je l'ai vécu. J'ai dit oui à un médicament comme ça. C'est un médicament contre l'hépatite, ça prévenait le cancer, 95% de succès, coûte 350 000 $ par personne par année, mais il marche. Alors, qui suis-je, moi, pour dire non à ça? Alors là, on vit quelque chose d'extraordinaire, Francis, c'est qu'actuellement, le nouveau directeur de cet institut arrive en poste et le commentaire que l'on entend partout actuellement, c'est pas de savoir si le ministre va donner suite à ses recommandations, mais si le milieu, les professeurs vont embarquer. Ce moment-là, moi, je débarque le drette là. Parce que je voulais un peu t'entendre parce que, tu sais, moi, je vais me commettre là, inversement à me prononcer sur des affaires de ta discipline qui est la médecine, mais j'ai quand même le sentiment qu'un institut d'excellence en santé, tu sais, la santé, tu as des paramètres observables. Tu sais, tu dis un médicament, il y a un taux de succès, je veux dire, c'est de la science dure, la biologie, chimie, pharmaceutique. En éducation, je veux pas dire que il y a des meilleures pratiques, là, je dis pas le contraire, mais tu sais, c'est plus du registre de des fois ça marche, ça dépend de la culture, avec eux ça marche, avec eux ça marche pas. Tu sais, c'est pas aussi réplicable comme science, et donc je me demande, tu sais, je comprends l'analogie que tu fais, mais en même temps, j'ai le sentiment que dans l'éducation, c'est un petit peu plus approximatif quand même comme état de l'art que dans la médecine, non? Écoute, c'est très intéressant et tu as, en ce qui me concerne, parfaitement raison. Sauf que, en éducation, comme dans n'importe quel modèle, n'importe quel domaine, ils sont tous modélisables, ils sont tous à court, moyen et long terme, et surtout à long terme, quantifiables, documentables, analysables. Je te l'accorde, c'est tout à fait vrai. On n'a pas le même niveau de précision analytique qu'en médecine, compte tenu du fait que on mesure pas les mêmes choses. Puis c'est vrai que la culture du pays, le niveau de société, toutes les choses là, qui font en sorte qu'on vit ensemble selon certaines règles et avec certaines ressources, mais il reste pas moins qu'il y a quand même là-dedans, dans ce monde-là, une science, c'est-à-dire des données qui sont suffisamment solides pour être appliquées. Le problème de l'éducation, comme tu le dis, il y a des variables qui ne sont pas maîtrisables nécessairement, mais il en reste pas moins qu'il y a des choses qui sont documentées et quand on vient les appliquer, par définition, elles viennent changer des habitudes. Puis je vais prendre ton argument. Tu vois, en médecine, quand on trouve qu'un médicament coûte très cher, c'est le coût qui est la fin et non l'acceptation des médecins pour le donner parce qu'ils veulent tout le donner. Tu as tout à fait raison. Maintenant, quand on tombe en éducation, ben là, on change des habitudes des professionnels, pas nécessairement d'une façon bien reçue. Mais il en reste pas moins que s'il est démontré que telle chose fonctionne, est-ce qu'on va aller de l'avant? Et ça appartient pas aux professionnels, ça appartient aux ministres. Je vais en prendre un exemple là, dans lequel, de toute évidence, les professeurs embarqueraient. Le nombre d'étudiants par classe comme on aurait en Finlande. Écoute, si tu trouves une littérature qui montre que ça donne de meilleurs résultats, puis je suis sûr qu'il y en a une, et j'en suis absolument convaincu. Si on propose ça ici, c'est le ministre qui va pas le faire parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Maintenant, dans la façon d'enseigner, les matières, coordonner ceci, coordonner ça, le temps de libre, le parascolaire et ainsi de suite, ça, c'est d'autres choses et il pourrait y avoir des raisons. Et là, je fais pas un commentaire pour blâmer qui que ce soit. Je dis juste que j'ai été étonné que le premier commentaire qui sort aujourd'hui à l'arrivée de ce dirigeant-là, c'est est-ce que les gens vont suivre? Alors qu'en réalité, c'est est-ce que c'est le ministre qui va prendre la recommandation et la mettre de l'avant? C'est lui qui est imputable. Je trouve que le débat au jour 1 est mal parti. On va suivre tout ça avec le plus grand intérêt. Merci beaucoup, Gaëtan. On se retrouve demain, même place, même heure. À demain, au revoir.